Montréal possède le plus long réseau de métro entièrement souterrain au monde. Il sillonne la ville depuis 1966 et dessert 68 stations, dont les noms rappellent 4 siècles d'histoire et de culture de la métropole française des Amériques. Directement du quartier chinois à Montréal, vous regardez Montréal bouche à bouche, la série qui vous parle de Montréal par les bouches de son métro. Dans cet épisode, on descend sur Saint-Laurent, l'artère mythique de la métropole, la Main qui change. À l'angle Saint-Laurent-Sainte-Catherine, la vitrine du 222 donne le ton. L'ancien Red Light s'illumine de culture, d'art visuel et de communication. Après un pèlerinage au Pool Room, on monte au 7e art chez Excentrice, puis on se fond dans l'univers de Juliette et Chocolat, avant d'investir le quartier chinois. Le monument national évoque son passé, le SAT annonce le futur, la rue Saint-Laurent répond présent. Bienvenue à bord. Prochaine station, Saint-Laurent. Station Saint-Laurent. Où étiez-vous le 14 octobre 1966? C'est ce jour-là que la station Saint-Laurent a été inaugurée. L'une des stations originelles, le premier métro, celui qui comptait 26 stations. Le 14 octobre 1966, Montréal devenait la 26e ville du monde à se doter d'un métro. 26 stations, 26e ville au monde? Juste une coïncidence, mais la vie n'est-elle pas une succession de rencontres fortuites? Depuis près d'un demi-siècle, le Grand Bleu de la ligne verte parcourt inlassablement la ville d'est en ouest, en est, en ouest, traçant son sillon bien droit sous le boulevard de Maisonneuve. Une artère souterraine toujours fluide et qui n'est sujette à aucune intempérie, si ce n'est l'humeur des voyageurs. On ne sait jamais ce qui se trame dans la tête des usagers du métro. À quoi pensent-ils? Où vont-ils? Métropolitain, insondable carrefour d'humanité où s'enchevêtrent les trajectoires de la multitude. Battent les portes et soufflent les courants d'air à la station Saint-Laurent, le vent de l'histoire dissipe la poussière du quotidien pour révéler la mémoire qui sommeille sous le bitume. La Main est aujourd'hui l'une des artères les plus connues du Canada et sans doute celle qui a été le plus largement représentée dans les arts et la littérature. Parce qu'elle a incarné, pour des milliers d'immigrants de toutes origines, le rêve d'une vie meilleure, la Main a atteint un statut mythique qu'aucune autre voie de communication urbaine n'a réussi à lui ravir. Créateurs, écrivains et contestataires se sont côtoyés sur ces rives changeantes. Un lieu d'échange et de rencontre à la frontière de deux mondes. Sur la Main, au temps du Red Light, tous les interdits étaient possibles. Moralité, l'excès de péché est jouissif pour la santé. Prière d'éviter les abus. Une prière que Montréal a toujours eu du mal à exaucer. Au coin de la Main et Sainte-Catherine aujourd'hui, c'est le 222 qui fait son numéro. L'édifice qui a pignon de verre sur rue incarne le Montréal du futur. Fini les lanternes rouges du Red Light, la lumière qui émane du 222 rayonne au cœur du quartier des spectacles. Une vitrine qui porte précisément ce nom-là. Lavitrine.com vous dit « Welcome » au carrefour de l'Office culturel du Grand Montréal. Un guichet unique et virtuel pour découvrir l'ensemble des activités culturelles et acheter des billets. Reste à faire un choix. En matière de spectacle, comme en politique, le choix est toujours une question difficile. Parlez-en à René Lévesque ou à Gilles Duceppe qui en connaissent quelques rayons sur la question. La nation québécoise a toujours eu besoin d'une tribune pour s'exprimer. La politique et la chanson sont la tribune des uns. Pour les autres, la parole passe par la radio. Depuis plus de 30 ans, CIBL 101,5 anime les ondes de la bande FM avec originalité et impertinence. Couvrant essentiellement l'actualité métropolitaine, CIBL est un média d'action, défenseur de l'indépendance et de l'intégrité journalistique.
Depuis son origine, la radio défend les nouvelles formes d'expression et de création montréalaise tout en appuyant la relève culturelle. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, CIBL puise dans ses archives musicales et les forces vives de ses journalistes pour transmettre une certaine idée de la radio et de l'action citoyenne dans la métropole française des Amériques. On dit que le Québec est une société d'ouverture, une terre d'accueil qui ne ferme jamais la porte à ceux qui viennent enrichir sa culture. Les Québécois sont patients, tolérants, toujours prêts à laisser sa chance à l'autre, d'où qu'il vienne, qui qu'il soit. On est ouvert à tout le monde, tout le temps. C'est juste qu'à un moment donné, là, il y a toujours bien une maudite limite. Saint-Laurent-Sainte-Catherine, c'est à la fois une intersection de rues et un carrefour d'idées. Un lieu de passage, de partage, de rencontre et de regroupement. Se regrouper, ça fait toute la différence. L'édifice du 222 n'abrite pas d'artistes, mais au 3e étage, un organisme indépendant et sans but lucratif documente et soutient les activités du milieu des arts visuels à Montréal, au Québec et au Canada. Outre la librairie Format, on y trouve un important fonds documentaire ouvert au public et aux professionnels. Bienvenue chez Artexte. En 2 mots comme en un, dans l'esprit comme la lettre, en français dans le texte, la clé de voûte qui donne à contempler la richesse d'un monde. Dans ces voûtes sont conservées des monographies, des catalogues d'expositions, des périodiques et des dossiers d'artistes, précieuses mémoires qui touchent tous les aspects des arts visuels, de 1965 à nos jours. Un demi-siècle de travail d'artiste, méticuleusement préservé par une équipe de documentalistes finement rodés. Au moment de notre tournage, Artexte proposait une installation de l'artiste théoricien canadien Michael Maranda, dont la démarche artistique consiste à réinvestir des textes clés de la littérature philosophique occidentale et de l'histoire de l'art. Je sais, on dirait plutôt le rouge et le noir de Stendhal en version binaire, mais il s'agit en fait d'un dispositif de couleurs évoquant la peinture moderniste américaine et les méthodes quantitatives employées en sociologie. Dans l'œuvre de Maranda, le livre d'artiste est considéré comme un outil critique. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que voir ça dans l'ancien quartier du Red Light, ça montre que notre société est rendue ailleurs. On s'intéresse juste plus aux mêmes choses. Au 4e étage de l'édifice 222, la galerie Vox présente des expositions liées à l'image. Alors pourquoi Vox, qui vient du mot latin « voix », personnellement, je pense qu'il s'agit d'une métaphore auditive sur l'art visuel. Vu que c'était tranquille, on a entendu du bruit au 5e, alors on est monté voir ce qui se passait. Et là, on a vu du monde qui tapait du pied. Et ça, c'est pas une métaphore. Ça tapait vraiment du pied. Puis pas de manière impatiente, non, des pieds enthousiastes qui tapaient de plus en plus belle. C'était contagieux, un vrai festival du pied. Puis pas n'importe lesquels, des vraies pointures. Quand on a vu ce qui se passait au 5e étage du 222, on s'est dit qu'on était très contents de ne pas être les voisins du 4e. Saint-Laurent-Sainte-Catherine, l'intersection mythique de Montréal, s'est dotée d'un nouveau système d'exploitation plus performant. Mémoire flash, les modèles passés ne sont plus compatibles. Images d'archives, en cours de téléchargement. Je me trouve à l'intersection des rues Clark et Sainte-Catherine, au cœur de ce qu'on appelait jadis le Red Light District. Dans son livre Montreal Confidential, paru en 1950, le journaliste Al Palmer décrit Montréal comme une ville sulfureuse et interlope. Club de nuit, sexe, drogue, prostitution, bref, la ville bénie du péché en Amérique du Nord. L'ouvrage est très bien documenté, quoique un peu passé date.
puisqu'on y lit notamment que la cocaïne et la morphine, deux drogues dérivées de l'opium, ne créent pas de réelle accoutumance. La cocaïne et la morphine dérivées de l'opium. Ça devait être avant l'arrivée des cartels, ça. En tout cas, c'est un très bon ouvrage, mais plein de substances, mais moi, je suis pas accro. Montréal est une ville unique au monde. À 375 ans, elle entre dans le bel âge. Ça commence à ressembler à quelqu'un. Des erreurs de jeunesse, tout le monde en fait, mais bon, on va pas passer notre vie à ressasser la guerre avec les Iroquois puis le toit du stade olympique. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Montréal ne fait plus grise mine. Bon, lui, c'est pas un bon exemple, là. Levons notre building en verre à la santé de Ville-Marie, Hochelaga, Montréal, communauté urbaine, appelez-la comme vous voulez. Elle s'en fout. Montréal n'est pas susceptible pour 2 sous, et c'est sa plus grande richesse. Ne pas se prendre pour une autre. Avoir l'humilité de reconnaître ses défauts, la sagesse d'accepter son âge, mais pas non plus être totalement réfractaire à l'idée d'un petit lifting occasionnel, question de ne pas perdre l'indispensable arme de séduction massive que nous appellerons pudiquement l'attractivité. Montréal doit rester attirante, comme pendant la chaude nuit du 29 au 30 juillet 1896. Cette nuit-là, il a fait tellement chaud que le Crystal Palace a brûlé. Inauguré en 1860 par le prince de Galles, qui inaugura en même temps le pont Victoria, question de ne pas s'être déplacé pour rien, le palais de cristal était un hall d'exposition qui abritait également une patinoire. C'est là qu'a été prise cette photo en 1881, la toute première montrant des hockeyeurs en uniforme. D'ailleurs, on sent qu'ils posent. Ça manque d'intensité, ce game-là. Là. On en reparle dans l'émission d'après-match. En 1877, le Crystal Palace déménage au Fletcher's Field, mieux connu sous le nom de Parc Jeanne-Mance, où il fut la proie des flammes. Retour sur la Maine, où les artistes des Francopholies brûlent les planches du Club Soda. En attendant le spectacle, on a rendez-vous avec une vedette mondiale, dont l'étoile brille bien haut au firmament des plaisirs coupables. Là où l'air devient vapeur, un espace intemporel où la main de l'homme et l'homme de la Maine ne font plus qu'un, en communion intime avec les Templiers, gardiens du Graal et de la recette secrète du Stimé de Montréal. Montreal Pool Room. 3 mots qui résonnent comme un hymne populaire à la gloire d'une spécialité gastronomique qui ne se retrouve nulle part ailleurs au monde. Légende 100% garantie. Croyez-en la rumeur populaire, suivez la flèche et succombez à l'immuable rituel du pool room. En 100 ans, rien n'a changé. Ni le mode d'emploi, ni la tête des clients. Toujours les mêmes. Eux, ça fait 3 fois qu'ils reviennent dans la même semaine. Le record absolu de fréquentation du pool room est détenu par un individu qui souhaite garder l'anonymat. Les visages que vous allez voir ont donc été insérés pour préserver la réputation des anonymes. Ceux qui luttent, qui résistent, parfois futilement, à la tentation du pool room. Le syndrome de la salle de billard frappe toutes les couches de la population. Aucune parade possible. Personne n'est à l'abri d'une attaque ou d'une récidive. Le Stimé du pool room est devenu la tenue vestimentaire de référence de la saucisse urbaine. Le meilleur hot dog au monde pour certains, chou-moutarde pour les uns, all dressed pour les autres, l'alchimie des goûts est affaire de mystère. Une formule, un concept, une saucisse, un petit pain mou, garniture au choix. On change pas une recette qui gagne. Devinette. Quelle musique faisait danser 98 % des gens dans le quartier du Red Light dans les années 30 et 40 et qui n'intéresse plus aujourd'hui que 2 % de la population? Jazz is not dead, it just smells funny. Le jazz n'est pas mort, c'est juste qu'il sent drôle. Cette phrase du compositeur Frank Zappa illustre bien à quel point on peut rire de n'importe quoi, même du jazz. D'ailleurs, connaissez-vous celle du musicien jazz Newfie? Il faisait ça pour l'argent. Les chèques de paye des musiciens de jazz, ça ferait un bon sujet de comédie au cinéma.
Ouvert en 1999, le complexe Excentris a été conçu et construit par l'homme d'affaires et mécène québécois Daniel Langlois, fondateur de Softimage, reconnu mondialement dans le domaine du cinéma et de la création média pour ses technologies numériques d'avant-garde et plus particulièrement pour ses techniques d'animation 3D. Le cinéma Excentris est en quelque sorte la pointe du iceberg, le phare d'un empire. Le mandat d'Excentris est de faire découvrir au public des œuvres indépendantes de cinéastes québécois, canadiens et du monde entier. Les films projetés dans les salles de l'Excentris représentent la fine pointe du 7e art. Les meilleurs films, que vous ne verrez peut-être jamais au Cinéplex, sont présentés ici. Depuis 2011, le cinéma parallèle, fondé en 1970 par Claude Chamberlain, s'est soudé à l'équipe d'Excentris, garantissant que le cinéma et la vidéo d'auteur d'ici et d'ailleurs auront toujours à Montréal une vitrine ouverte sur le monde. Les 3 salles de l'Excentris offrent aux spectateurs un confort, une qualité d'image et de son incomparable. On vient à l'Excentris pour vivre une expérience sensorielle. Le cinéma retrouve ici sa dimension spirituelle. Hors du temps, porté par l'imaginaire, le spectateur peut prétendre à se laisser bercer par la grande illusion du 7e art. Venez à l'Excentris pour voir des films, vous serez ébloui par l'architecture sobre et épurée du Grand Hall. Quant à l'acoustique, écoutez-moi ce popcorn. Bon, évidemment, vous pouvez demander extra beurre comme au Cinéplex, mais c'est sûr qu'à l'Excentris, on privilégie un popcorn plus léger pour l'âme, disons. À quelques pas de l'Excentris, sur Saint-Laurent, angle nord-ouest de Prince-Arthur, trottoir de gauche, plus précis que ça, du fond, un immeuble anonyme sous tout rapport abrite l'une des adresses gourmandes les plus courues à Montréal. Amoureux du chocolat, ne cherchez plus, votre Juliette est là. Plein feu sur une amoureuse qui a troqué son Roméo pour une Oreo. Enfin, qui nourrit une telle passion pour le cacao qu'elle a fait table rase du reste pour consacrer toutes ses énergies au chocolat. Depuis l'enfance, en fait, Juliette et chocolat sont inséparables. Avant de rencontrer la souveraine, parcourons son royaume. Navire amiral de la marque Juliette et Chocolat, l'établissement de la rue Prince-Arthur est strictement réservé à la clientèle ayant des affinités reconnues avec le chocolat, ce qui inclut à peu près tout le monde. Comme le dit l'adage, 9 personnes sur 10 aiment le chocolat et la 10e est une menteuse. Mais, trêve de palabres, la reine Juliette tient audience. Avant de boire ses paroles, ses sujets savourent d'abord son chocolat, chaud et onctueux, le chocolat selon Juliette. Juliette Brun est française. Née au Brésil, elle a passé son adolescence à Washington avant de s'installer à Montréal pour fonder une famille et lancer sa petite entreprise. Guanaja d'Amérique du Sud, Manjari de Madagascar, Jivara d'Équateur, choisis avec soin, les chocolats de Juliette révèlent des saveurs aussi variées que leurs origines. La carte propose des chocolats issus de pays spécifiques ainsi que des grands crus aux saveurs uniques. S'il y a une chose à laquelle échappent les amateurs de chocolat, c'est bien la monotonie. Affublé de couleurs et de déguisements aussi inattendus qu'improbables, le chocolat se prête à toutes les métamorphoses. L'auteure et artiste américaine Hélène González, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le chocolat, en fait ainsi l'éloge. Chocolat. Voilà bien un mot qui évoque des extases indescriptibles. Est-il un homme, une femme ou un enfant qui n'en a pas désiré, qui n'en a pas dévoré et qui, l'instant d'après, n'a pas rêvé d'en dévorer encore? Pendant que les forces de l'ordre contiennent les émeutiers pour éviter une boucherie, on en profite pour faire halte chez Slovenia, l'incontournable vitrine de la protéine animale du boulevard Saint-Laurent. Bon, c'est vrai que même si la charcuterie n'est pas encore menacée d'interdiction de fumer, faire l'éloge de la viande est presque devenu un acte de délinquance alimentaire. C'est comme si, en affichant nos tendances, on se prêtait une sorte d'exhibitionnisme. Les Knackwurst, Krakowska, Debreczina et autres cochonailles venues de l'Est étant perçues comme autant de tentations illicites auxquelles le regard ne devrait pas être soumis.
Depuis 1970, Slovenia s'inspire des meilleures recettes traditionnelles de charcuterie et de saucisses pour offrir à sa clientèle le nec plus ultra, j'ai-tu dit ultra? Je voulais dire ultra de la gastronomie du vieux continent. D'ailleurs, on ne trouve pas que de la viande chez Slovenia, comme en témoigne ce plan du rayon épicerie d'une durée de 3, 2, 1... Voilà. De retour dans les verts pâturages des bêtes à sabots, on poursuit notre périple slovène en découvrant un panorama de toute beauté que l'on peut d'ailleurs admirer depuis la rue, l'odorant comptoir de charcuterie. À l'heure du midi, pour un casse-croûte sur le pouce, Slovenia propose ses spécialités à emporter ou manger sur place. En toute connaissance de cause, on vous suggère de manger sur place pour profiter des bonnes effluves qui émanent du comptoir. Être en symbiose olfactive avec le lieu où l'on mange procure toujours un plaisir indéfinissable. Bon, ce monsieur-là a décidé d'emporter son sandwich plutôt que de le manger sur place, là. Il sait pas ce qui manque. Les juteux potins de la charcutière vont rester bien au chaud, à l'abri des indiscrets. Une rue qui mesure 11 km de longueur ne peut pas avoir une seule et même personnalité. C'est impossible. C'est comme s'attendre à ce qu'un joueur de basketball professionnel de la NBA, mesurant plus de 2 mètres, soit motivé uniquement par l'argent de la tête aux pieds. Bon, le sport professionnel, c'est pas vraiment un bon exemple, là. Mais n'empêche que de son extrémité nord, sur les bords de la rivière des Prairies, à l'extrême sud, sur les bords du Saint-Laurent, la rue Saint-Laurent revêt plusieurs personnalités, mais toujours essentiellement commerçantes. Les origines du quartier chinois remontent aux années 1860. C'est à cette époque que le peuple du Dragon a débuté son histoire au Canada en contribuant à l'établissement du chemin de fer transcontinental. Venant en grande partie de la Colombie-Britannique et de la Chine du Sud, ces nouveaux arrivants chinois, majoritairement des Cantonais, se sont progressivement établis dans ce secteur, autrefois résidentiel. Puis, la population chinoise a commencé à diminuer quand une partie des membres de la communauté a choisi de s'installer dans les banlieues de la métropole. Mais à la fin des années 1990, le quartier chinois s'est développé à pas de géant lors du début de la libéralisation de l'économie chinoise et du retour de Hong Kong à la Chine par le Royaume-Uni. Craignant un resserrement du contrôle chinois sur la péninsule, les hommes d'affaires transféraient leurs capitaux monétaires au Canada, tout en collaborant à des projets de développement immobilier du quartier chinois. Même si ça relève de l'évidence, la plupart des commerces du quartier se spécialisent dans l'alimentation. Des spécialités comme les bonbons à la barbe de dragon confèrent au quartier une saveur inattendue, tout comme les fourchettes qui tiennent dans le vide au-dessus d'une assiette de spaghettis sauce bolognaise, affectueux clin d'œil à la communauté italienne de Montréal que l'on salue au passage. Réputé pour ses restaurants et ses activités économiques, le quartier chinois favorise également le rapprochement entre les communautés. Les locaux et bureaux d'innombrables journaux, organisations et associations chinoises du Québec sont aménagés dans les immeubles du quartier. Lieu de rassemblement collectif, le quartier chinois attire de nombreux visiteurs qui viennent s'imprégner de son atmosphère particulière. Un lieu d'immersion privilégié qui favorise le rayonnement de la culture chinoise à Montréal et à l'étranger. Vous pouvez sortir le chinois de son commerce, mais vous ne ferez jamais sortir le commerce de la culture chinoise. La Chine est une nation profondément industrieuse qui valorise le travail acharné. Ça explique sans doute pourquoi le peuple chinois n'est pas prêt de se retrouver dans le rouge. Tout juste à l'orée d'une des 4 portes monumentales érigées dans les années 1990, alors que le maire Pierre Bourque, grand sinologue, dirigeait les destinées de la ville de Montréal, le boulevard Saint-Laurent est jalonné d'immeubles modernes dont la construction a été directement financée par des hommes d'affaires chinois. Érigé en 2009, le Swatao Plaza est un rutilant édifice de 6 étages à vocation essentiellement commerciale, alimentaire et gastronomique.
on ne change pas une recette chinoise qui gagne et surtout, on profite d'une des expériences de magasinage les plus dépaysantes en ville. Au premier sous-sol, le supermarché G&D fleure bon l'exotisme et la laine de dragon. Le magasin est grand et d'une propreté irréprochable. On y passerait des heures fascinés par la lecture des étiquettes et la variété infinie des sauces au piment. Si vous voulez savoir comment s'alimente au quotidien 1,35 milliard de Chinois, immergez-vous dans leurs habitudes. Après cette incursion dans le ventre du dragon, retour au rez-de-chaussée pour découvrir une autre facette du goût chinois. Imaginez un instant que la Chine cesse d'exporter, qu'elle garde sa culture, ses produits et ses biens à l'intérieur de ses frontières, privant le reste du monde de son bon goût et de son savoir-faire. Impossible. Le commerce extérieur, c'est la définition même de la Chine. Tout ce qui est fabriqué en Chine est destiné à être vendu. Les Chinois ont compris depuis longtemps que l'économie, faut que ça roule. Que ça plaise ou non au reste du monde, les Chinois ont une économie à faire tourner et tous les produits qu'ils fabriquent sont destinés à l'exportation. Go la Chine! Le monde est derrière vous. Pas le choix. Vu que votre économie est la plus forte, on n'a pas le choix d'être derrière. La Chine n'a pas la prétention de donner l'exemple, mais c'est un exemple économique à suivre. Si tout le monde travaillait autant que les Chinois et se donnait autant de mal, on passerait moins de temps à se poser des questions. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux ne pas réfléchir. Vous en avez envie? Faites-vous plaisir. La Chine attend vos commandes. Pendant ce temps, au 3e étage du Swatter Plaza, le cristal chinois s'est donné comme mission de surprendre vos papilles. Est-ce que 1,35 milliard de Chinois qui mangent en même temps à la même heure font moins de bruit avec leurs baguettes que s'ils mangeaient avec un couteau et une fourchette? Alors imaginez ce bruit-là multiplié par 1,35 milliard. Bon, disons 1 milliard, là, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui mangent avec leurs mains, mais quand même. Finalement, les baguettes, c'est peut-être plus une affaire de décibels que de culturel. C'est intéressant. Je m'en serais voulu garder ça sous couvert. Décor épuré, mobilier stylisé, design minimaliste, le Cristal chinois est un établissement absolument unique, à des années-lumière des restaurants hétéroclites qui jalonnent les rues du Chinatown traditionnel. On s'attend à y trouver une clientèle d'affaires, veston-cravate, eh bien non. Le monde qui mange ici sont les mêmes qui s'attablent chez les Chinois du coin. On y sert la bière traditionnelle de l'île verte, Tsingtao en chinois, et le canard laqué, comme il se doit. La différence est dans la qualité du service et la finesse de la présentation. Comme le chef n'a pas voulu nous révéler le secret de sa recette de canard laqué de Montréal, on vous donne celle de Pékin qui ne doit pas être à des milliers de kilomètres de la vérité. D'abord, le canard doit impérativement avoir été élevé dans la région de Pékin. Il doit avoir vécu en liberté et avoir été engraissé par gavage avec un mélange de maïs, de sorgho, d'orge et de soja. L'élevage dure 65 jours, pas un de plus ni de moins, et le poids à l'heure de l'abattage doit atteindre 3 kilos. Égorgé, il est ensuite ébouillanté avec une eau parfumée au gingembre. Ses pores s'ouvrent sous l'effet de la chaleur et sa peau blanchit. Après 2 séances de laquage, le canard est rôti dans un four ouvert en briques. Le chef vient ensuite vous présenter le canard à votre table où il le découpe devant vous en 408 morceaux, pas un de plus, pas un de moins. Alors, on n'a pas compté en combien de morceaux avait été découpé le canard de Montréal, là, surtout que les convives se dépêchaient de les camoufler dans de fines crêpes, comme le veut la tradition, mais on sait qu'il y en a eu pour tout le monde et que l'expérience gastronomique vécue par nos invités au Cristal chinois restera longtemps gravée dans leur mémoire. En Chine, un repas doit non seulement harmoniser les goûts, mais également trouver un équilibre entre le froid et le chaud, les couleurs et les consistances, sans oublier le yin et le yang.
Les aliments yang, masculins, frits, épicés ou à base de viande, ont un effet réchauffant, tandis que les aliments féminins, humides et mous, donc rafraîchissants, sont les légumes et les fruits. À noter qu'un trait caractéristique de la cuisine chinoise est l'absence de produits laitiers à cause d'une intolérance au lactose qui existe dans de nombreux pays asiatiques. On évitera donc le verre de lait en boisson d'accompagnement pour lui privilégier la bière, beaucoup mieux tolérée par l'organisme. Les Chinois aiment bien partager les plats qui sont souvent mis en commun. La table se caractérise par son aspect social et convivial et il se trouve toujours quelqu'un pour alimenter la conversation. Bon, ceux qui ne parlent pas la langue ou que la conversation intéresse moins ont un net avantage lorsqu'ils mangent au cristal chinois. La vue panoramique qu'offre la salle à manger sur le sud-est asiatique. Avouez que la ressemblance avec le sud-est de Montréal est assez troublante. Mais, pas de doute possible, nous sommes bel et bien en Chine, c'est clair, comme du cristal chinois. Vous l'aurez compris, notre périple dans l'Empire du Milieu tire à sa fin. Faites pas cette tête-là, on va revenir parce qu'on adore la Chine. Yeah! Go la Chine! Juliette Béliveau est l'une des 3 grandes vedettes du Québec à avoir porté le nom de Béliveau. Il y a eu le grand capitaine du Canadien, Jean Béliveau, qui a dirigé l'équipe entre 1961 et 1971, le joueur de tour Marcel Béliveau, de taille moyenne, créateur de Surprise, Surprise, et la minuscule Juliette Béliveau, une immense artiste de la scène, du cinéma et de la télévision. Une sorte de Dominique Michel avant son temps, mais encore plus petite. Écoutez, à côté d'elle, 3 pommes, c'était déjà un gratte-ciel. En face du Monument national où Juliette Béliveau a connu des heures de gloire, une petite rue porte désormais son nom. Les Français ont leur tour Eiffel, les Américains leur Washington Monument et les Québécois leur Monument national, fondé en 1893 à l'instigation de Laurent-Olivier David, éminent journaliste, homme politique et historien canadien-français. Par ses dimensions imposantes, c'était le premier monument célébrant la gloire de la nation canadienne d'expression française d'Amérique. Après avoir échappé à quelques reprises au pic des démolisseurs, l'édifice a été déclaré bien culturel en 1976. Entièrement restauré en 1993, grâce à l'École nationale de théâtre du Canada, son nouveau propriétaire, le monument regroupe aujourd'hui des salles de spectacle incontournables de la scène montréalaise. Entrée dans l'histoire du plus ancien théâtre québécois encore en activité aujourd'hui, le Monument dans la ville. Laurent-Olivier David, alors président de la Société Saint-Jean-Baptiste, et ses collaborateurs avaient imaginé que le Monument national ferait partie d'un vaste projet de boulevard national qui devait relier la rue Saint-Denis au boulevard Saint-Laurent avec, à ses 2 extrémités, le Monument national et l'Opéra national qui ne vit jamais le jour. Le monument, lui, resplendit toujours. La salle Lugier-Duvernay, qui compte 804 places, s'embellit notamment d'un remarquable plafond peint au début du 20e siècle par les élèves du peintre et décorateur québécois François-Édouard Meloche. Une fresque peinte comme une fine dentelle qui laisse transparaître en filigrane la ferveur nationaliste qui anime l'esprit des lieux. En septembre 2010, Lugier-Duvernay s'est vu décerner le titre de meilleure salle de spectacle à Montréal par les chroniqueurs culturels du quotidien La Presse.
Longue vie aux monuments de la scène montréalaise. Tandis que les artistes brûlent les planches sous les feux de la rampe, le passé ressurgit, intact et préservé, dans les entrailles du monument. Remonter l'histoire du lieu, c'est entrer dans un musée qui rend hommage à l'humanité et à la créativité de tous ceux et celles qui ont fait vibrer le monument national depuis 125 ans. C'est ici qu'en 1893, Honoré Mercier, l'homme politique visionnaire qui gouverna les destinées du Québec entre 1887 et 1891, prononça son dernier discours. Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir et homme politique influent du Canada français, livra fréquemment des conférences à la tribune du Monument national. La chanteuse d'opéra Emma Albany, première artiste canadienne-française à connaître un rayonnement international, se produisit sur la scène du monument en 1896. Car le Monument national, c'est aussi l'histoire de la femme québécoise et de son émancipation. Les premiers courants de la pensée féministe au Québec ont émané d'ici. Marie Gérin-Lajoie œuvra pour la reconnaissance du statut légal de la femme et l'obtention du droit de vote. Idola Saint-Jean s'exprima au Monument national pour transmettre un message de justice sociale et d'égalité des sexes. C'est sur la scène du Monument national que Marie Travers, la Bolduc, connaîtra la célébrité. En 1942, le chanoine Lionel Groulx prononça ici son discours historique vers l'indépendance politique. Un peuple ne se sépare pas de son passé, pas plus que le fleuve ne se sépare de sa source. On ne compte plus les vedettes qui ont foulé les planches du Monument national au fil de sa riche histoire. D'Alice Roby à Gratien Gélina, en passant par les légendes de la chanson française comme Édith Piaf, qui fit salle comble en 1948. Charles Trenet, le fou chantant qui conquit les foules avec ses chansons aux mélodies irrésistibles. Il y a de la joie dans l'âme des poètes. Que reste-t-il du monument? Une route enchantée, jalonnée de rire et de poésie, mise en lumière dans une exposition qui retrace les moments forts de ce lieu historique. Résolument ancré dans la mouvance montréalaise, le Monument national dispose de plusieurs espaces publics propices aux rencontres, aux échanges et aux représentations les plus diversifiées. Le studio Hydro-Québec, avec ses murs de pierre et de briques et ses ponts techniques mobiles, allie le côté chaleureux des édifices anciens et l'efficacité des équipements scéniques modernes. On comprend que le studio soit l'une des salles préférées des compagnies de danse et de théâtre contemporains. De 1898 jusqu'à la fin des années 40, le Monument national a attiré des millions de spectateurs venus assister à des représentations inoubliables. Les Fridolinades de Gratien Gélina, les Veillées du bon vieux temps, la Société canadienne d'opérette, les variétés lyriques de Lionel Daunet et Charles Goulet, l'étonnante équipe de Pierre Dagenet, autant de têtes d'affiche du Québec qui partageaient la grande salle du Monument national avec les grandes vedettes internationales. Laurent-Olivier David, le père du Monument national, y fit jouer en 1901 sa pièce intitulée Le drapeau de Carillon, un drame en 3 actes qui prône la bonne entente entre les Canadiens francophones et anglophones. On ne saurait trouver un épilogue plus propice pour un lieu érigé sur le boulevard Saint-Laurent, l'artère emblématique de la dualité linguistique de Montréal. Imaginez un instant qu'on décide d'abolir le boulevard Saint-Laurent à Montréal. C'est pas impossible. Regardez ce qui s'est passé à Berlin. Ils ont aboli le mur, l'Est et l'Ouest ont été réunifiés. Personne n'y croyait pourtant. Donc, fini Saint-Laurent, on passe directement de Clark à Saint-Dominique. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus sur Saint-Laurent? Chinatown? Le Pool Room? Schwartz? Juliette et Chocolat?
Vous remarquez, à Montréal, ça tourne beaucoup autour de la bouffe, hein, mais c'est en train de changer. Rayez le boulevard Saint-Laurent de la carte de Montréal et c'est le futur qui écope. Le futur arrive souvent par la voie des airs. Les avions aussi, d'ailleurs. C'est dire que les voyageurs qui survolent Montréal ont une vision beaucoup plus précise que les piétons de la révolution technologique qui se déroule depuis quelques années sur la rue Saint-Laurent. Bienvenue à la SAT, la Société des arts technologiques, un lieu de tous les possibles où la contamination positive relie les secteurs artistiques, scientifiques et technologiques. Où est l'humain dans tout ça? Pile au centre. En fait, ils sont deux, puis ils en ont plein les yeux. Rideau sur le futur. Précurseur dans le domaine de la création immersive, la SAT a récemment inauguré la Satosphère. Ce dôme de 18 mètres de diamètre et de 13 mètres de hauteur forme un écran de projection sphérique sur 360 degrés et peut accueillir jusqu'à 350 spectateurs. Pendant ce temps, sur la terrasse de la SAT, le présent se la coule douce. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Le présent est très furtif. Au moment où on se parle, c'est déjà passé. Alors, ne craignons pas la vacuité. Mix cocktail pour maintenant, 2 fois. Ça doit bien être le 5 à 7 quelque part dans le monde, là. Pendant ce temps, au labo culinaire, les cuisiniers scientifiques du Food Lab élaborent les recettes du futur. Comme il s'agit de nourriture, le futur est évidemment très proche, on se comprend, là, genre ces plats-là vont être servis dans les minutes qui viennent. Le Food Lab est un restaurant nouvelle tendance qui propose une expérience gustative hors du commun, axée sur la découverte de saveurs et l'expérimentation gastronomique réalisée à partir d'une thématique centrale. Le chef n'a pas souhaité nous révéler la thématique du jour, on y est donc allé par déduction. D'après les images que nous avons tournées, il s'agissait vraisemblablement d'une thématique cuisson transdisciplinaire. Au Food Lab, on ne doit pas s'attendre à une gastronomie futuriste et tape à l'œil, mais plutôt à de petites bouchées créatives savamment préparées par le chef Seth Gabriels et son équipe. Des petites œuvres d'art culinaire comme cette entrée préparée en terrasse par la chef associée Michelle Marek. Avec Seth Gabriels, elle forme une équipe créative qui privilégie les producteurs locaux et la mise en valeur de produits du Québec. Pour cette clientèle en binôme qui conjugue son appétit au présent, le futur s'annonce résolument limpide. Le repas sera sain ou il ne sera pas. Les Québécois, il faut l'avouer, n'ont pas toujours porté une attention rigoureuse à la qualité de leur alimentation, mais la tendance est en train de changer. Diminuer les lipides, surveiller les glucides, le sel et les gras saturés, privilégier les protéines d'origine végétale, plonger dans le poisson plutôt que de foncer dans le bœuf. Bref, la diététique n'est pas une science exacte, mais c'est pas non plus la peine de faire exactement le contraire du gros bon sens. Quand vient le temps de s'alimenter, finalement, on est toujours en tête-à-tête avec soi-même. Après cette parenthèse hors du temps à la Société des arts technologiques, retour à la réalité urbaine, constamment remodelée, au gré des tendances et de l'évolution. La ville s'adapte. Les vieilles pierres n'ont qu'à bien se tenir. Le futur, lui, n'attend pas. Montréal a cette chance de ne pas se prendre pour une autre, d'avoir l'humilité de reconnaître ses défauts et la sagesse d'accepter son âge, tout en ne rejetant pas l'idée d'un petit lifting occasionnel. 375 ans, le bel âge pour entrer dans le futur.